Nous sommes engagés. Public. Donc, bonjour Sylvain Lévesque, député de Chauveau, qu'on dit? C'est en plein ça. Bonjour, Denis. Bienvenue aux engagés publics. Merci de te prêter au jeu, un petit média, un podcast. Je le souligne à chaque fois. J'ai l'impression d'avoir même toujours la même introduction. Mais c'est vrai, il faut le souligner. Je pense que vous êtes trop peu nombreux à avoir compris que c'est là qu'était l'avenir. Denis, de mon côté, la première fois que j'ai fait du média, c'était à 6000 FM à Charlesbourg. Je pense qu'on avait une radio, 2 auditeurs, puis parfois juste une radio. J'étais avec Éric Kerr, Stéphane Viault et moi-même à l'époque, 2004 à 2006. Puis on a tranquillement développé un petit auditoire, là, puis on était très écoutés par la colline parlementaire. Pas beaucoup écouté par monsieur, madame, tout le monde, mais j'ai fait mes premières armes médias, radio à ce moment-là, puis j'ai tellement eu du fun, fait que ça me fait plaisir de collaborer avec vous. Il n'y a pas de petits médias. Si on rejoint 50 personnes aujourd'hui, 100, 1000, 2000, peu importe, ça va être un plaisir de pouvoir jaser avec vous autres. As-tu travaillé avec André Arthur dans ce contexte-là? Non, André Arthur n'était pas là. Il y avait Robbie Moreau qui était le seul permanent à ce moment-là. Puis lui, il travaillait à la station, mais le reste, c'était tous des bénévoles. Puis j'ai le goût de te dire, notre émission, ça s'appelait La Revue. On parlait de politique, une analyse politique qu'on faisait à ce moment-là. Éric Kerr était à l'ADQ comme militant. Moi, j'étais un ex-candidat du Parti québécois à ce moment-là. Puis on m'avait recruté justement pour créer une dualité avec Éric Kerr. On était dans des visions différentes. Tu vois, aujourd'hui, on se retrouve dans le même parti politique. Mais honnêtement, là, on a fait ça un peu avant la période de la Roque-Lapierre, notamment. Les émissions politiques d'analyse n'existaient pas beaucoup à cette période-là. Fait qu'on avait été un peu précurseurs, là, très humblement, évidemment, mais avec nos moyens, on avait du fun, puis on réussit à créer des débats, des discussions, puis de l'analyse. Il y avait il y avait du bon stock qui se faisait à Simi. Absolument, absolument. Il ne faut pas parler en mal contre aucun média, au contraire, là, tout le monde a sa place. Ah, ben, je suis content de l'entendre. Écoute, tu connais sûrement, on en a parlé un petit peu tantôt, en fait, je le sais, tu connais la mission des engagés publics. Notre mission, c'est de valoriser l'engagement en société, l'engagement en politique. Donc, il n'y a pas il y a pas que du monde anormaux en politique, malgré que des fois, on se demande pour être politicien, ça prend un petit côté un peu anormal. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est le côté normal de Sylvain Lévesque, le gars normal. Parle-nous un petit peu de ton background. En dehors de la politique, c'est quoi qui te... Ça a été quoi ton cheminement? Écoute, Denis, moi, là, il n'y a pas plus normal que moi, plus ordinaire que moi. Je suis un gars qui vient du milieu communautaire. Je suis un criminologue de formation. Okay. J'ai fait mon bac à Ottawa. J'ai un certificat en droit de l'Université Laval. Puis après ça, je suis devenu rapidement, là, dans le milieu communautaire, un employé. J'ai travaillé dans les Carrefour Jeunesse Emploi de 98 à 2005. De 2005 à 2012, j'ai été directeur général d'une association en violence conjugale. J'aidais les hommes violents à ne plus être violent. Donc, ça a été ça ma carrière avant la politique. Puis je te dirais que de l'âge de 18 ans jusqu'à même l'année passée, là, j'étais impliqué dans plein de conseils d'administration. J'étais un gars qui était socialement actif. J'ai été président du CLD de Québec de 2005 à 2007. J'étais le plus jeune président de CLD et c'était le plus gros CLD du Québec, celui de Québec, justement. Écoute, je me suis impliqué dans tout, plein de choses, là, des centres communautaires au CLD, des organismes d'aide aux immigrants. J'ai toujours dit que moi, j'étais un gars ordinaire, mais qui occupe présentement une fonction extraordinaire. C'est mon deuxième mandat comme député. Hein. J'ai été élu, moi, de 2012 à 2014 dans Vanier-les-Rivières. Puis tu te rappelles sûrement, toi qui as quand même une bonne connaissance politique, qu'en 2014, quand j'ai perdu, nos radios de Québec s'amusaient à dire « il faut sortir le PQ ».
il y avait le fameux « Anybody but Pauline ». On disait au monde, même les partisans caquistes, là, vous devriez voter contre les caquistes pour être sûr là, qu'on sort dehors le PQ, puis il faut avoir des libéraux. Tout le monde s'est entendu pour aller vers les libéraux. C'est ça. Fait que moi, ça m'avait fait mal en 2014. J'ai perdu mes élections. Puis mon parcours de 2014 à 2016, je suis demeuré... M. Legault, le soir de la défaite électorale, m'avait dit « Sylvain, trouve-toi pas de job. » Ils m'ont offert la job d'organisateur en chef du parti. Et je suis devenu, après ça, là, tout en étant organisateur, j'ai continué aussi en étant directeur général adjoint de la CAQ. Puis 2016, j'ai quitté, puis là, je suis devenu gars de médias. J'ai fait de la radio au FM 93, dans le réseau Cogeco aussi, à Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke, en Outaouais. J'ai commencé à faire de la radio, du journal écrit aussi. J'écrivais au blog des Spin Doctors dans le Journal de Québec. Oui, tu étais un des premiers collaborateurs avec Simon-Pierre Savard, peut-être? Oui, mais avant ça, il y avait Claude Villeneuve qui était là, Mario Asselin, aujourd'hui député de Vanier-les-Rivières, puis Jonathan Trudeau. Donc, il y en avait un qui venait de chacun des partis politiques. Claude du PQ, Jonathan des libéraux, moi qui venais de la CAQ, mais avant ça, Mario Asselin faisait ma job. Tu avais pris la relève de Mario, alors. Exactement. Puis Simon-Pierre Savard-Tremblay, c'est un bon ami à moi, lui aussi, mais lui, il n'était pas dans les Spin Doctors. Il n'était pas dans les Spin Doctors. Lui, il était blogueur avec Tania Lompré. Puis... Voilà. Oui, OK, je me souviens de cette époque-là. Sa plume affûtée nous intéresse toujours, mais bien évidemment, quand j'ai fait ça, j'ai commencé à faire de la télévision à RDI. Je pensais pas qu'avec ma grosse bête, on me voudrait à la télévision. Tu pensais que tu avais un look de radio? Je pensais que j'avais un look de radio, mais finalement, ils m'ont trouvé pas trop pire. Je suis devenu remplaçant au Club des ex. Je remplaçais Marie Grégoire quand elle pouvait pas, parce qu'il faut être honnête aussi, des ex-caquistes, il y en a pas ben. C'était toujours Marie Grégoire. C'était toujours Marie qui était de l'ADQ. Elle avait jamais milité à la CAQ, mais quand même, par continuité, elle était là. Donc, as-tu fait des ex avec Yves-François Blanchette? Avec Yves-François, avec Yolande James, super bien entendu. Écoute, on avait une belle équipe. Puis les fois que je l'ai faite, il aimait ça que j'aille là. Parce qu'avec Marie Grégoire, ça fait tellement d'années qu'ils sont ensemble, les trois, que ça devient un peu consanguin. Ils pensent un peu les trois pareils. Il y a des petites nuances, bien sûr, des bons débats. Quand Yves-François embarque sur l'indépendance du Québec, c'est intéressant. Mais le reste du temps, ils sont assez dans un tronc commun. Tandis que moi, j'allais bouleverser ça un peu. Ouais, le gars de Québec qui arrive avec des idées de centre-droit un peu plus. Mm-hmm. Tandis que, tu sais, Marie était un peu l'aile gauche de l'ADQ de l'époque. C'est drôle parce que la dernière entrevue juste avant toi, c'était Yves-François Blanchette. Ah oui. Comme quoi, vous finissez par vous retrouver d'une certaine façon. Ton passé dans le communautaire m'intrigue, surtout quand on sait que à la CAQ, c'est pas quelque chose qu'on pense naturel. On n'attend pas les gens du communautaire à la CAQ, puis j'étais curieux. Écoute, c'était pas ça c'était pas dans mon flot de questions, mais j'irais directement avec ça. Comment tu concilies ce côté-là, le côté communautaire avec ta présence à la CAQ? Ben, c'est toujours la question qui me vient. Voyons, c'est impossible, un caquiste à la CAQ. C'est sûr, les caquistes dans la tête du monde, on veut vraiment faire du mal aux communautaires. Notre objectif, c'est de fermer tout ce qui existe au Québec. Écoute, il n'y en aura plus de public avec la CAQ. Donc, blague à part, honnêtement, tout le monde a le cœur communautaire au Québec. Tout le monde a de l'intérêt à améliorer les services. Et les services communautaires, soyons honnêtes, c'était donné par la machine gouvernementale. Tabarouette, comment ça coûterait tout ça? Fait que le milieu communautaire, au contraire, pour moi, ça représente un outil indispensable au Québec. Et oui, on doit faire mieux, on doit améliorer notre communautaire parce que, ils nous sauvent bien des problèmes, puis ils ont le cœur à bonne place. Moi, s'il y a des gens du communautaire qui nous occupent, qui nous écoutent aujourd'hui, je vous salue. Vous faites du bon travail, puis on tente justement de travailler. Là. C'est un de mes mandats, moi, à l'intérieur du gouvernement de la CAQ, comme adjoint parlementaire du volet solidarité sociale. Mais je vais avoir des mandats dans les prochaines années d'améliorer le communautaire, de réfléchir à un plan d'action gouvernemental. Fait que c'est tout ça là, qui est intéressant. Moi, ça fait partie de mon engagement quotidien de tenter d'améliorer la condition de vie des gens. C'est pour ça que je m'en vais en politique. C'est un milieu qui est toujours... J'ai l'impression que c'est un milieu qui est toujours en train de courir après ses budgets, après de courir après ses sous. Ils font un travail super important. Je suis content de t'entendre ça. Je pense que ça va être rassurant d'entendre qu'il y a cette préoccupation-là à la CAQ. Tu m'amènes à pourquoi tu es en politique. C'est quoi, justement, qui t'a amené à aller en politique, là, mais je te parle de les balbutiements de ton implication en politique. Mes premiers balbutiements, j'étais bien jeune, même enfant, là, je suis comme tombé dedans quand j'étais petit. Tu sais. C'est drôle à dire, mais
les premiers débats, je vois les pancartes du référendum en 80, j'avais 6-7 ans. Je pose des questions à mes parents qui sont zéro politique, mais je voulais comprendre, c'est quoi ça? Oui, non, écrit sur la route à Bécomo, tu sais. Puis là, ma mère m'explique que c'est un référendum pour l'indépendance. Déjà, ça me passionne. Puis en vieillissant, tranquillement, moi, je suis un petit gars de Bécomo. Ben, ça donne que notre député de l'époque, c'était Brian Mulroney. Tu sais, un petit gars de Bécomo, il n'y en a pas rien qu'un, finalement. C'est ça, moi, j'étais un petit gars de Bécomo, mais le vrai petit gars de Bécomo... Tu nous as menti, Brian! Mais il m'avait passionné, ce gars-là. Il m'envoie la main, mon père m'amène à l'aéroport, je serre la main à Brian Mulroney, assez jeune. Ça m'a passionné tout le débat qu'il y avait sur Meach. Puis, tu sais, j'étais assez ouvert à cette idée-là. Là. Je commençais, là, finir mon secondaire, on était dans le début des années 90, je m'en allais, mon cégep, on commence le cégep. Mes premières réflexions sur la politique, comme de quoi, ben, le Québec, c'est important, puis oui, ça en prend plus pour le Québec. Mon côté nationaliste est en train de se développer. Puis là, la frustration que ça a donné quand le Canada nous a dit non. Puis là, moi, ma frustration, premier à voter pour le Bloc, c'est go, Bloc québécois, le Parti québécois pour le référendum de 95, ça s'est développé. Puis c'est dans ces années-là, j'ai eu l'opportunité de faire la simulation parlementaire à l'Université d'Ottawa, jouer le rôle de député pendant 2-3 jours. J'ai adoré mon expérience, mais déjà avant ça, à l'adolescence, 14-15 ans, mon grand chum Michel me rappelait que Sylvain t'en parlait que tu voulais être député un jour. Fait que c'est assez jeune que c'est venu, cette passion-là. Puis tranquillement, là, à l'âge de 20 ans, je suis devenu organisateur en chef d'une campagne municipale, d'une candidate. On n'a pas gagné. Une candidate, est-ce que tu veux nous la nommer? Ben oui, Louise Lapointe, qui avait été candidate à ce moment-là contre Jean-Paul Lallier. Puis 4 ans plus tard, Louise revient en politique municipale avec l'équipe de Jean-Paul Lallier et se fait élire. Elle est devenue, avec le temps, éventuellement, présidente de l'arrondissement Cité-Limoilou à l'époque. Mais Louise, c'est une bonne amie à moi qui même me donne un coup de pouce dans ma propre campagne. Puis ça s'est développé. Louise était la bosse de ma mère à Bécomo. Puis quand elle s'est envenue à Québec, c'est elle qui m'a accueilli quand moi, je suis arrivé à Québec. Fait que tu sais serré. Tu sais serré. Écoute, tu peux pas tisser plus serré que ça. Je vais te faire une confidence que jamais personne n'a eue. Quand j'arrive à Québec sans le sou, Louise vient avec moi chez Emmaüs m'acheter mon premier matelas qu'on paye 60$. Puis évidemment, pas de camion. On pogne l'espèce de matelas Emmaüs, puis on le met sur le top du station wagon de Louise, une main de chaque bord pour tenir le matelas pour pas qu'il s'envole au vent. T'sais. On s'en va à Sainte-Foy, d'Emmaüs vers Sainte-Foy. Hey, méchante histoire de fou. Puis tu sais, je l'ai gardé quelques années. C'est encore beau que tu l'aies rendu. Ouais, on s'est rendu, c'était pas très sécuritaire. Tu sais, il était attaché, mais on voulait pas que le vent pogne dedans. Ouais. On mettait une main pour être sûr qu'il lève pas. Des folies de jeunesse, tu sais, on se rappelle de ça. Mais la passion politique était là. Fait que t'es peut-être plus un gars de politique qu'un gars de com encore. Moi, je pensais, vu que je te connaissais de par ta notoriété acquise à travers les différents médias, je pensais que t'étais plus un gars de communication qui avait bifurqué par la force des choses parce que tu t'intéresses à l'actualité vers la politique. Mais non, on est... Écoute, Denis, si tu regardes ça comme ça, là, j'ai été directeur de l'organisation de campagne électorale pour à peu près 20-25 campagnes où j'étais le doc, l'organisateur en chef d'une campagne. Puis comme candidat, cette fois-ci, 82-2018, c'était ma 5e campagne comme candidat. Un personnage, un candidat tout à fait indiqué pour les engagés publics. Ben, j'espère que oui, parce que moi, j'ai fait l'élection partielle de Vanier en 2004 pour le PQ, 2007 pour le PQ. Après ça, j'ai pris un petit break. M. Legault m'avait appelé quand il a créé son OSBL, la Coalition pour l'avenir du Québec, parce que c'est là que j'ai connu François Legault, c'est au Parti québécois. Puis il dit, Sylvain, on t'arrête de se monter une patente, là. T'as-tu le goût d'embarquer avec nous autres? La seule chose que je te demande, c'est de m'organiser une rencontre à Québec avec des citoyens, tu sais, peut-être 50, 100 personnes. Finalement, ça a tellement pris d'ampleur qu'on était 450 dans la salle dans cette soirée-là. Puis ça s'est développé en parti politique, tu sais. Mais quand M. Legault m'a appelé, je ne savais pas ce que ça aboutirait. Puis là, quand tu mets le doigt dans le tordeur, tu continues. Ça fait que j'ai fait la campagne de 2012, j'ai été élu. 2014, j'ai perdu. Puis 2018, je reviens, mais dans un autre comté. Les 4 premières, c'est dans Vanier. Okay. Puis là, cette fois-ci, dans Chauveau. Il y a plusieurs affaires intéressantes là-dedans. On va aller dans l'ordre. Tu nous as parlé du PQ. Donc, tu as été un militant péquiste. En 95, tu as voté... Oui,
au référendum. Absolument, absolument, sans aucune honte, puis très, très engagé. Je me rappellerai toujours quand je traversais le fameux pont de la Confédération. D'un côté, il n'y avait pas le droit de faire de la pub, c'est du côté du Québec, parce que les lois de la journée du vote du 30 octobre, hein, c'était ça, on n'avait pas le droit de faire de la publicité. Mais du côté de l'Ontario, il ne se gênait pas. Là. We love you, on l'a vu. Moi, je suis allé voter oui avec conviction. Je me rappelais très bien tout l'échec de Meach, puis ça m'avait fait suer. Fait que j'ai voté oui. Et par contre, j'étais pas un militant. J'étais pas quelqu'un qui s'impliquait à l'intérieur du parti. Je n'ai pas me donné de temps dans cette campagne-là. J'étais étudiant à Ottawa en criminologie. Donc, mais j'ai quand même pris le temps d'aller enregistrer mon vote. Je faisais partie du 15-20% de gens de l'Outaouais qui ont voté oui. Là. C'est pas la région la plus péquiste à l'époque, puis souverainiste encore moins. Donc, j'ai été faire ça. Puis par la suite, ça a pris quelques années avant que je m'engage. Je te dirais, le premier moment que j'ai donné du temps au Parti québécois, c'était en 2003. La campagne provinciale de 2003 que le Parti québécois a perdu. Agnès Maltais, que je connaissais quand même pour mes implications communautaires, m'avait demandé de lui donner un petit coup de pouce dans sa campagne. Je l'avais fait. Puis quelques mois plus tard, je suis devenu doc d'une campagne fédérale pour le Bloc québécois. Et on avait gagné une élection fédérale. Au Bloc aussi. Au Bloc, en 2004, vous vous rappelez, là, c'était le scandale des commandites. Puis les bloquistes ont raflé la région de Québec. Moi, j'étais organisateur dans Beauport-Limoilou pour Christian Simard, le frère de Sylvain Simard. Puis on avait gagné contre le sénateur Denis Dawson. À cette époque-là, il n'était pas sénateur. Là. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta ferveur indépendantiste? Ben écoute, avec le temps, je te dirais, j'ai milité pendant quand même un bon 4 ans assez intense pour le Parti québécois et l'indépendance. Puis ce que j'ai senti avec le temps, il y a comme eu premièrement, personnellement, j'ai vécu assez difficilement la période de 2007. L'élection provinciale de 2007, le avant, il y avait eu une investiture dans ma circonscription de Vanier. J'étais un peu en chicane avec André Boisclair. OK? J'avais pas appuyé André Boisclair à la course à la chefferie de 2005, puis ma naïveté me disait que après l'élection d'un chef, tout le monde se rallie, puis tout le monde travaille pour le candidat. Malheureusement, c'est pas ça. Puis André Boisclair n'avait jamais accepté le fait que je l'avais pas appuyé. Okay. Donc, il a essayé de me faire la peau dans Vanier-les-Rivières. Donc, ça s'appelait Vanier à cette époque-là, et il avait trouvé un candidat vedette. Jean-François Berdan, le fils de l'avocat Guy Bertrand, pour se présenter contre moi. Puis moi, j'avais refusé de me retirer et j'ai gagné l'investiture à la fin. 78% contre 22%. Ceci étant, M. Bertrand est un chic type et a toujours été très bien, mais la direction du Parti québécois et tout ce qui entourait André Boisclair ont été très durs à mon égard. Puis écoute, c'était rendu des menaces, puis on va nommer au-dessus de toi, puis on a essayé de me démoniser, de me planter dans les médias, n'importe quoi. Puis ce bout-là, personnellement, je l'ai trouvé difficile. Fait que ça m'a fait désengager du PQ. Pas de la souveraineté, mais du PQ. Puis, c'était ma prochaine question, en fait. Là. Puis l'autre élément de la souveraineté, je sentais depuis pas mal d'années, même le post-référendum de 95, une baisse constante de l'intérêt de la population, des jeunes notamment, qui, pour eux, là, oui, il y en a des jeunes souverainistes encore et c'est très correct, là, mais on sent que les jeunes, ça ne leur parle plus comme ça me parlait à moi quand j'avais leur âge. Fait que, à force de te battre contre des moulins, puis de te battre pour une cause, puis que le monde ne s'embarque pas, ça vient épuisant, ça vient brûlant, ça vient écœurant. Puis j'ai comme un peu décroché. Ça n'a pas enlevé mes valeurs, mais je me suis dit, c'est peut-être plus la priorité. Fait que quand François Legault m'a dit, regarde, j'ai un projet nationaliste, on va défendre le Québec d'abord, ça m'a parlé. Donc tu te définis comme un indépendantiste encore? Je me définis comme quelqu'un entre le oui et le non, je suis oui. Mais je te répondrai que si tu me demandes est-ce que tu veux un référendum sur la question, je te dirai absolument pas. OK. Mais c'est une coalition en passant à la CAQ. Hein? Là, il y a des souverainistes c'est ça. Qui ont milité pour le oui à l'intérieur de notre équipe. Il y en a plusieurs. Là. OK. T'as peut-être vu le billet de Marie-Ève Doyon la semaine passée, où là, on est rendu qu'on attribue des plans secrets à M. Legault, qui sera un souverainiste machiavélique. On est-tu là? Est-ce que toi tu connais tes proches du chef? Est-ce que son cœur d'indépendantiste est encore vibrant et qu'il est en train de nous préparer un plan vers la souveraineté? Il n'y a pas de coup fourré. La CAQ a toujours dit
nous ne ferons pas de référendum, nous nous dirigeons pas vers l'indépendance du Québec. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut être comme les libéraux, à plat ventriste et ne pas revendiquer pour le Québec. Mais vous donner un exemple. Vous autres, vous êtes des passionnés de politique. Là. Moi, un de mes modèles, là, c'est Danny Williams, quand il était premier ministre de Terre-Neuve. Ce gars-là était profondément un nationaliste terneuvien. Il défendait bec et ongle, même si c'était un conservateur, il se défendait contre Ottawa pour le plus de services possible pour sa province. Ben moi, je pense que c'est possible que la CAQ puisse travailler à acquérir, ajouter, augmenter son pouvoir face à Ottawa, profondément nationaliste, profondément québécois. On n'est pas obligé d'aller vers l'indépendance du Québec. Mais là, l'indépendance, c'est un moyen. Hein? OK, là, vous l'avez envoyé la liste. Vous avez fait votre liste. Elle était intéressante. Vous avez rencontré M. Trudeau. Vous avez soumis la liste. On a eu des fins de non-recevoir, des petits noms timides, un petit peu sur tout. Mais quand même, timide, mais plutôt ferme. Je veux dire, timide dans la prononciation, mais ferme dans les convictions. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas l'intention de déroger à ce qu'ils nous ont dit, à moins que ce soit le début d'une négociation. Mais là, là, on attend que la CAQ se lève et se mette le poing sur la table, puis à la limite, peut-être même déchire sa chemise là-dessus. On est en période électorale fédérale. On a lancé des désirs du gouvernement du Québec. Les différents partis politiques du Canada peuvent se prononcer. On ne sait pas ce qui va arriver aux élections fédérales. Bien malin qui peut prétendre ce qui arrivera. C'est chaud, là. Entre les conservateurs et les libéraux, c'est chaud. On a vu que Andrew Scheer a déjà démontré de l'ouverture à certaines de lutte au Québec de nos propositions. Ne sera pas simple. Ne sera pas simple. Elle est loin d'être gagnée. Il ne faut pas penser que les partis qu'on pensait morts sont morts. Il n'y a rien qui est terminé. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que cette complexité politique-là, ce paysage politique-là, serait un portrait un tableau qui ferait que les libéraux seraient peut-être un peu plus ouverts à ce qu'on a demandé. En fait, ma question elle est simple, là, c'est il va être où votre rapport de force? On n'a pas encore vu réagir M. Legault à tous ces noms-là. Moi, je suis plutôt inquiet, honnêtement, je vais te l'avouer. J'ai l'impression trop souvent que la CAQ se prononce sur quelque chose et recule le lendemain. Ben, on recule pas, c'est très clair. Oui, on a des reculs. Ben, c'est assez clair que ce qu'on veut, c'est d'avoir plus de pouvoir, notamment en immigration. On a parlé du rapport d'impôt unique. On va continuer à proposer notre idée. Est-ce qu'on pensait gagner à la première manche en ayant une seule phrase? La réponse est non. Il faut continuer à convaincre. Notre rapport de force est assez évident. Hein? 75 députés aux dernières élections. Alors, on a les Québécois derrière nous. Il faut continuer à marteler. Puis éventuellement, ça ne se gagne pas en une seule phrase, un seul mot. On va continuer à convaincre. On doit parler aux militants. Et plus le temps avancera, plus les gens au fédéral verront que nous sommes de bonne foi et que c'est à leur avantage d'accorder plus d'autonomie au Québec. Alors, le Québec est capable, on est capable de faire fonctionner le Québec à l'intérieur de la Fédération canadienne, j'en suis convaincu, mais on est foncièrement avant tout nationaliste québécois. On défend le Québec d'abord, mais pour défendre le Québec d'abord, il faut se créer ce rapport de force-là et être capable de revendiquer. Mais je suis d'accord, mais c'est un peu ça qui était la question. Puis écoute, je ne demanderai pas on ne restera pas là-dessus tout le long, mais ça ne sera pas facile de créer ce rapport de force-là parce que la réalité est que les leviers sont peu nombreux. Qui a dit que la politique était facile? Si c'était facile, tout le monde en ferait. Alors, c'est sûr que c'est pas facile. Puis c'est vrai. Puis quand on veut faire des Mais en évacuant cette menace-là, qui était un levier important, je parle de la menace de l'indépendance, ça devient plus difficile. Encore faut-il qu'on sente qu'à l'intérieur de la population, il y aurait de l'ascendant. On le voit, hein, honnêtement. Si on parle d'indépendance, y a-t-il quelqu'un à Ottawa au moment où on se parle qui a peur que le Québec devienne indépendant? En 90, c'était autre chose. Peut-être maintenant plus que là, quelques mois. Qui sait? Qui sait? Une idée politique n'est jamais terminée. Puis une idée politique est toujours légitime quand elle est supportée fortement par la population. C'est comme un Godzilla, ça peut se réveiller n'importe quand. J'en suis d'accord avec toi, mais pour ta première question, parce qu'il faut revenir au principe de base, tu demandais, est-ce que la CAQ va réaliser l'indépendance? La question, c'est non. Ce n'est pas dans notre programme. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui entretiennent le rêve secret ou le fantasme que c'est ce qui va Cher arriver. Denis, des fantasmes. J'en ai beaucoup dans ma tête, mais je ne les compterai pas tous aujourd'hui. OK. Donc, député de Vanier-les-Rivières de 2012 à 2014, tu nous l'as raconté. Député de Chauveau depuis peu.
Parle-nous donc des électeurs de Chauveau. Qui sont-ils? Qu'est-ce que tu as appris des électeurs ou même du Québec au contact des gens de Chauveau? Bien, les gens de Chauveau, ce qui est le fun, c'est que c'est comme 9 communautés distinctes. Tu sais, quelqu'un de Loretteville, ce n'est pas quelqu'un de Lac-Beauport. Quelqu'un de Lac-de-L'Âge, ce n'est pas quelqu'un de Notre-Dame-des-Laurentides. C'est vrai que c'est grand, hein? C'est grand, puis c'est tous énorme. Des petites communautés, c'est serré, mais comme un esprit de village. Étant un petit gars de Bécomo, je connais cet esprit-là. Okay. On est les gars d'Autrive contre les gars de Bécomo. C'était comme ça dans notre temps. Fait que je la comprends, cette logique-là. Puis moi, je suis quelqu'un de foncièrement proche des gens. J'aime être sur le terrain. J'aime aller voir le monde. Fait que Chauveau, c'est comme un comté, mais de plein de localités qui n'ont pas de lien entre eux autres. C'est pas une entité en soi, Chauveau, c'est arbitraire. C'est pas comme, mettons, le comté de Montmorency où c'est toute la ville de Beauport. Tu comprends? Les gens de Beauport... Montmorency qui fait balancer le vote de Charlevoix, ça, c'est une autre question, mais continue. Ouais, t'as raison. Mais quand tu le regardes, là, Montmorency, c'est tous les gens de Beauport. Le comté de Charlebourg, ça le dit, c'est Charlebourg. Ouais, Charlebourg, il y a une entité propre, il y a comme une historique. Tandis que les gens de Chauveau, c'est comme la pelleterie, c'est pas... des petits bouts un peu partout, hein? C'est ça, c'est des petits bouts de tout ski, tu sais. Fait que les gens de... Quand tu es député de Chauveau, ben quand tu vas à Lac-Beauport, tu es avec les gens de Lac-Beauport. Puis quand tu viens... Là, j'ai mon bureau de comté à Saint-Émile. Les Saint-Émilois, là, sont très, très proches entre eux. Puis la vieille gang, comme on dit, c'est tissé serré. Mm-hmm. C'est comme ça. Il faut l'aborder comme secteur par secteur. Puis... il faut prendre le temps de se faire apprécier puis se faire aimer. Puis ce que j'ai découvert en 5-6 mois, c'est que le ciment pogne tranquillement. Tu le sens. C'est le genre de comté que si tu es adopté dans la gang, exactement. Tu vas être ici, on va être pogné avec toi pendant des années. Là. Pauvre vous autres, c'est bien bon but. Là. Mais tu as entièrement raison, Denis. C'est ça l'idée. Ici, là, quand t'es le petit gars de la place, on te garde longtemps. Un gars comme Raymond Brouillette, du Parti québécois, a fait plusieurs mandats. Gérard Deltel, très actif, très aimé. C'est encore l'enfant chéri du comté. Tu sais. C'est pas facile de s'impliquer, de s'intégrer, mais quand tu le fais bien et tu es avec ton monde, les gens sont reconnaissants. Puis, ton constat, il faut être sur le terrain. Il faut être sur le terrain, puis les gens de Chauveau, là, peu importe la couleur politique, je parlais de Raymond Brouillette, Sarah Perrault, Gérard Deltel, Véronique Tremblay, peu importe, 3 couleurs différentes là-dedans, là, c'est comme la crème glacée napolitaine, là, mais des députés impliqués et présents. Fait que si tu es un gars impliqué et présent, tu te donnes un coup de pouce dans Chauveau. Mais c'est sûr qu'à la base, c'est un comté qui est jeune. Hein? Jeune, 37 ans de moyenne. Okay. Donc, c'est de la famille? C'est de la famille, jeune famille, des poussettes. Va te promener à Lac-Saint-Charles, à Saint-Émile, dans les municipalités avoisinantes, tu vas avoir de la poussette en masse, des mamans, des papas de famille qui n'ont pas nécessairement le temps de s'impliquer dans les groupes communautaires et tout, payent de grosses taxes, de gros impôts, parce que c'est un comté riche aussi. Tu as Lac-Beauport, qui est un des endroits les plus riches au Canada. Là. Ça fait monter à moyenne, hein? Ça fait monter à moyenne, mais tu regardes à Saint-Émile, c'est pas pauvre. À Lac-Saint-Charles, c'est pas pauvre en général. Il y a des secteurs, bien sûr, quelques rues qui sont un peu moins riches, mais en général, on a un secteur assez favorisé. Mais ces gens-là, on a l'impression qu'ils payent beaucoup de taxes. Fait que il y a toujours eu une base, je te dirais, depuis la création de l'ADQ. Là. Tu remontes du début de l'ADQ à aujourd'hui, la CAQ maintenant, il y avait un fonds caquiste, adéquiste dans Chauveau, plus fort que dans les autres comtés de la région de Québec. Écoute, on va revenir sur les grands enjeux de Chauveau, parce que tu m'amènes vers une question qui me brûle les lèvres, que j'ai là-dedans. Tu mets la table. Ça serait-tu on retrouverait-tu ici le cœur de ce qu'on appelle le mystère Québec? Ah, j'aime ta question, parce qu'il n'y en a pas de mystère Québec. Le vrai mystère, là, c'est le mystère Montréal. Parce que, as-tu remarqué, si tu remontes là, de 98 à aujourd'hui, on se donne quand même un 20 ans d'histoire. Là. Ben, tour à tour, au provincial, les Québécois avaient voté PQ majoritaire. Tu avais quasiment tous les comtés de Québec qui étaient péquistes. C'est devenu, en 2003, libéral majoritaire. En 2007, c'est devenu adéquiste majoritaire. En 2008, un an plus tard, redevenu libéral majoritaire. 2012, caquiste majoritaire. 2014, libéral majoritaire. Et 2018, caquiste majoritaire. Ça a changé. Tu as vu que les plaques tectoniques ont bougé. Fédéral, le même 20 ans, on a été bloquiste, on a été libéral, bloquiste, conservateur, NPD. On est revenu. Fait que ça, il y a de la gauche, là. Tous les comtés de Québec, incluant José Werner, avaient mordu la poussière face au NPD.
Donc, ça, là, ça nous montre que toutes les idéologies ont percé à Québec. À Montréal, peu importe c'est quoi le gouvernement. Peu importe. Il est rouge. Puis maintenant, il y a un peu de solidaire. Montréal est figé dans le béton, ne change pas. Moi, le mystère, c'est quand il y a une vague, là, pourquoi Montréal ne bouge pas? Puis Québec et les autres régions bougent. Il n'y en a pas de mystère à Québec. Nous sommes politisés. Nous ne sommes certainement pas fidèles. Certainement pas fidèles. Mais assurément, nous sommes politisés et on est prêt à faire confiance à la tendance du jour. Et c'est vrai. C'est vrai. Ça met une pression sur le gouvernement en place pour livrer ça. Ben absolument. Ce que tu viens de nous dire là. Ben oui, c'est une pression pour livrer. Mais tu vas pas en politique en te disant on va aller là puis on fera pas le job. Moi, je suis pas rentré en me disant ben là, j'ai 4 ans à m'assire sur mon steak puis je ferai rien. Là. Je sais que j'ai de l'ouvrage, puis je le sais que j'ai de la pression. Puis si le monde ne sont pas contents dans 4 ans, ils ont tout à fait le pouvoir de me sacrer à la porte. Puis là, j'en suis bien conscient, Denis. Tantôt, tu nous as parlé des gens de Chauveau, mais il doit avoir un enjeu. C'est quoi, là? Il doit avoir un fil d'Ariane, quelque chose qui préoccupe collectivement le comté. Tu sais, les enjeux de Chauveau, c'est les enjeux de monsieur, madame, tout le monde. Hein? Il y a beaucoup d'enjeux d'éducation dans le comté. Premièrement, d'infrastructure. Qui dit jeune famille, dit naissance d'enfants, dit création de grandes familles, besoin de plus d'écoles, agrandissement d'écoles, réparation de nos écoles, besoin d'une école secondaire éventuellement dans le Nord. Il n'y a pas eu de nouvelles écoles secondaires depuis plus de 25-30 ans au Québec. C'est des beaux problèmes, ça? C'est un énorme problème. Mais regarde, le monde de Stoneham, le monde de Saint-Émile. Je te le dis, viens prendre une marche avec moi dans la rue, tu vas avoir des poussettes cet été, là. C'est l'enfer. Je connais quand même le coin. Écoute, j'habite à Charlesbourg. Bon, ben, tu connais bien le coin. Oui. Fait que tu comprends facilement que quand tu as beaucoup de jeunes, tu as besoin d'infrastructures. On a des départs aussi dans le comté de médecins à la retraite dans les prochaines années. Déjà, tu as un 17 000 patients qui n'ont pas de médecin de famille dans la Haute-Saint-Charles et on doit se préoccuper du départ d'une dizaine de médecins dans les 2 prochaines années. Fait que ça aussi, ça préoccupe beaucoup de mes citoyens. Puis, bien évidemment, les enjeux liés au transport, tu sais, la congestion routière. Nous autres, c'est un comté de banlieue, là, ici. Là. Chauveau, c'est le nord de la ville de Québec. C'est complètement utopique de penser qu'il va y avoir un métro ou un tramway qui va passer dans le comté de Chauveau. Tu m'amènes à une place intéressante. En quoi d'avoir un 3e lien, ça va aider les gens de Chauveau? Très facile. Le monde là, de l'est de la région, de Beauport, des gros camions aussi, parce qu'il y a du transport lourd qui arrive de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui ont affaire vers l'ouest du Québec. Si tu traverses sur le 3e lien, tu ne viendras pas emmerder le centre-ville. Puis où est-ce que ça bouchonne, là? C'est beaucoup autour de l'autoroute Laurentienne puis l'autoroute Henri IV. Fait que toute la petite curve là, qui s'en va vers Henri IV, là, c'est dur de virer une vanne par là, ben ils vont pouvoir esquiver notamment le centre-ville. Tout le monde de Lévis là, qui traverse, qui s'en viennent vers le centre-ville de Québec, travaille sa colline parlementaire. Mais tout ce monde-là, là, ça converge, ça agglutine là, autour du centre-ville. Fait que les gens de Chauveau, qui descendent du nord vers Laurentienne, qui descendent du nord puis qui viennent pogner Robert Bourassa, ou même qui se ramassent à Henri IV, les gens de la pelleterie aussi, du secteur d'Éric Kerr, là, ben ces gens-là qui descendent du nord vers le sud, si t'enlèves tout ce trafic lourd puis le monde qui n'ont pas affaire à traverser la ville de Québec, toute grande ville dans le monde a un périphérique. Allez à Boston, allez à New York, allez à Washington. Moi, je t'aime ça voyager. J'en ai fait de la route. Le petit gars de Bécomo, là, c'est le gars qui se promène avec son char. Ben, c'est clair que quand tu évites la grande ville, tu sauves bien du trouble. Québec, on est comme Montréal avant. Montréal était obligé de passer sur le métropolitain. Mais à cette heure, avec la 30 puis la 640, tu es capable de contourner Montréal sur le sens du monde. Donc, tu vois ça comme une voie de contournement qui va libérer de l'espace. Oui, une voie qui va favoriser justement les gens de Lévis pour rentrer plus facilement. Mais évidemment, Denis, pour régler le problème de trafic, de transport, de penser que le 3e lien est l'unique moyen, tu es dans le champ. C'est une multitude de moyens. C'est pour ça qu'on avait, nous autres, 8 propositions différentes pour améliorer le transport de Québec. Le projet structurant de transport en commun en fait partie. On avait d'améliorer la traverse piétonnière en bateau. Tu sais, le bateau entre Lévis et Québec, d'enlever les voitures, mais il va en avoir une pour les voitures, mais il peut en avoir un seulement pour les piétons.
Tu sais, c'est une passerelle aussi qui pourrait être faite pour les piétons. Il y a plusieurs moyens que ça prend pour améliorer ce bilan-là routier. Puis je m'excuse, là, si je vais vous apprendre quelque chose, tout le monde qui nous écoute, là, ben, ça va continuer à croître, la ville de Québec, dans les 50 prochaines années. C'est tellement beau, notre ville. On est victime de notre succès. Puis les gens de l'Est du Québec, comme moi, là, de la Côte-Nord ou du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, ils vont venir vivre à Québec pour venir rejoindre leurs enfants plus petits-enfants. Fait que ça va continuer à grossir. Toi qui as un passé dans les médias, comment t'expliques cet amour des gens de Québec pour leur radio? Ah, c'est une bonne question. Je ne sais pas pourquoi l'exactitude pour ça, mais on est des gens qui, probablement à cause du fait que l'Assemblée nationale est proche, que tu as beaucoup de gens qui travaillent dans le gouvernement, que ce soit comme fonctionnaires, comme enseignants, comme personnel dans le milieu de la santé, dans les différents ministères. Ça fait que la chose publique t'intéresse. On se sent impliqué. Oui, on est plus politisé à cause de ça. Il y a quelqu'un de notre famille qui travaille pour le gouvernement, c'est sûr, quelque part. Fait que on a eu des gars forts en gueule qui a dénoncé des situations. André Arthur, pas le nommer. Tu sais, André Arthur a été un précurseur. Tu avais des Robert Gillet de ce monde qui étaient là, puis qui chialaient contre les décisions gouvernementales. Fait que ça crée des débats. Personnalité aussi du monde de l'Est du Québec, les gens de la Beauce. C'est du monde qui aime ça jaser, qui aime ça s'astiner en famille un peu. Fait que ça a comme collé, tu sais, cette vision-là. Fait que d'avoir du débat, de la réflexion, ça a amené ça. Puis ça s'est poursuivi à l'époque avec des animateurs forts en gueule. Puis ça s'est toujours continué un peu à Québec. Tu parlais tantôt d'infidélité, mais il n'y a pas aussi cette indépendance d'esprit-là, cette indépendance de pensée-là à Québec, où on écoute, on regarde ce qu'il y en est avant d'embarquer dans un grand mouvement ou quelque chose qui pourrait être présent nationalement? Bien, chose certaine, les gens de Québec... Ou qui viendraient de Montréal. Ben, les guerres grandes villes contre la deuxième ville, ça a toujours été partout. Hein. Tu regardes ça aux États-Unis, hein, Boston contre New York, ça existe. Les fonctionnaires de Washington par rapport à New York, tu sais, c'est toujours comme ça partout. Paris n'est pas la France, qui nous disent les Français. Fait que, tu sais, on s'ostine contre la grande ville. Les gens de Québec, on aime ça haïr Montréal, à quelque part. Au-delà du sport, au-delà du Canadien nordique, ça fait partie de notre culture de s'engueuler un peu, tu sais. Fait que, je sais pas, la radio est un catalyseur. C'est quelque chose qui nous parle. En fait, moi, j'ai jamais pensé que les radios influençaient tant le monde. En fait, les radios sont influencées parce que le monde, il y a un auditoire pour écouter un message X, Y, Z. Hein? Si les radios disaient quelque chose qui ne plaît pas à la population, dis-toi une chose, ils perdraient leurs auditeurs. Donc, selon toi, la radio de Québec ne fait pas de politique? Oui, elle en fait. Elle en fait. Mais elle est le reflet de ce que la population veut entendre. Tu sais, on a les politiciens qu'on mérite, mais on a aussi les animateurs de radio qu'on mérite. Si un animateur de radio a du succès, c'est parce qu'il y a un auditoire à la base. Tu sais, si moi, demain matin, je m'en vais faire la promotion du communisme à la radio, je te garantis une chose, je n'aurai pas beaucoup d'auditeurs. C'est la vérité. C'est la vérité. Il peut l'essayer. Mais la réalité, c'est que pour rester dans le milieu des médias, je suis bien placé pour t'en parler, il faut que tu aies de l'auditoire. Est-ce que c'est une question gauche-droite ou c'est pas plutôt une question de polémique, de créer de la polémique, d'indépendance d'esprit, justement? Tu sais, parce que là, on voit l'arrivée, par exemple, FM 93 qui s'adjoint une Catherine Dorion, qui est probablement la meilleure polémiste actuellement qu'on a dans le portrait public. Donc, ça serait peut-être pas gauche-droite nécessairement, parce que très, très, très associé à droite, la radio dont on parle actuellement, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus. Moins qu'elle l'a déjà été. Je trouve qu'on a fait du chemin par rapport à l'époque de Jeff Fillion, puis Liberté, j'écris ton nom. La radio de Québec était la droite. Ben, quand tu regardes les derniers sondages, BBM, Numéris, pardonnez-moi, soyons honnêtes, depuis quelques sondages, c'est Radio-Canada qui est premier. Mais j'ai l'impression que, justement, Jeff Fillion, pour parler de lui, était moins politisé à l'époque.
qu'aujourd'hui. Ah non, Jeff Fillion, écoute, moi, ma première partielle, 2004, là, c'était le moment où Jeff Fillion avait ses plus gros scores de radio, puis tous les jours, il bâchait sur le PQ, puis sur les libéraux, puis il faut faire élire la DQ, puis j'ai été une de ses premières victimes indirectement. J'ai perdu mon élection partielle. J'avais été au débat avec Jeff Fillion. D'ailleurs, on est restés amis, Jeff et moi, là. On a entretenu des liens quand il y avait sa radio pirate. Il m'invitait au moins 2-3 fois par année. On allait débattre 2-3 heures. Ben, des fois, il me disait, un invité intéressant avec nous autres, Sylvain, là, il arrive à 8 heures le matin, là, puis il peut faire jusqu'à 2 heures, si c'est le fun. Ben, on fait l'émission, on commence le show. Je suis sorti de là à 10h15. Ah. C'est un bon signe quand même. Commence à 8h, finit à 10h15 d'entrevue. C'est un bel exemple du potentiel des médias numériques. Ben oui, mais Jeff, honnêtement, puis je le salue s'il nous écoute. C'est un précurseur, faut le dire. C'est un précurseur, puis c'est un gars hyper intelligent. Bien sûr, il fait de la radio, puis son objectif, c'est de gagner sa vie honorablement. Puis s'il n'y avait pas eu d'auditeurs pour écouter Jeff Fillion, il serait mort. Donc, Jeff Fillion a-t-il créé la population de Québec, ou c'est la population de Québec qui a créé Jeff Fillion? Un peu des deux. Mais Jeff Fillion et d'autres animateurs de radio, je connais très bien Sylvain Bouchard, c'est des gens qui ont énormément de talent, énormément de contenu. Là. Parlons-en, Sylvain Bouchard, j'entendais la semaine passée, on jurerait, je ne sais pas ce qui se passe, mais il exerce une pression assez directe sur la CAQ actuellement. Il est très critique envers M. Bonnardel, entre autres. On dirait qu'il y a des insatisfactions personnelles qui l'amènent à parler vraiment de façon... il est sévère avec vous, il est sévère avec la CAQ actuellement. En même temps, Denis, honnêtement, les radios, c'est dans l'ordre des choses de critiquer quiconque est au pouvoir. Quand tu prends le pouvoir, même si tu penses que c'était un allié, exemple... C'est clair que lui aura un travail à faire, puis je l'apprécie. Sylvain, c'est un gars foncièrement honnête, selon moi. C'est quelqu'un que j'ai apprécié travailler avec lui énormément. Il fait son travail, puis il a le droit de nous critiquer selon sa vision. Puis après ça, ben, c'est à nous à faire notre travail. Il ne faut pas non plus penser que parce qu'on est en politique, que chaque phrase qui se dit à la radio, ça influence notre travail. On a un rationnel qui sous-tend une décision. On vient l'expliquer souvent, le plus souvent possible. En fait, c'est une chose qui vous reproche d'avoir adopté une stratégie communicationnelle de l'absence. Ça, c'est une chose qui, je ne sais pas si c'est volontaire, tu pourrais ou pas me le confirmer là, mais selon sa propre prétention, vous ignorez volontairement et votre stratégie, c'est d'être absent lors des demandes d'entrevue. Écoute, moi, je ne suis qu'un simple député et ça fait déjà 3 fois depuis le début du mandat que je vais m'exprimer au micro du FM 93. J'ai des entrevues du Journal de Québec, j'ai donné des entrevues régulièrement à d'autres stations. Je te parle aujourd'hui. Ouais. Écoute, est-ce qu'on se cache? Je te dirais que ça m'a étonné, ça. Ça m'a étonné. Moi, je lance je lance des lignes, puis j'ai des refus. T'as sauté sur l'occasion immédiatement. Personnellement, je suis convaincu que c'est toi qui m'écrivais. C'est pas toujours le cas. J'ai fait ça par Messenger. J'ai été surpris parce que j'avais l'impression que la CAQ s'était donné une ligne de communication avec un contrôle centralisé, puis que c'était la raison pour laquelle je me faisais soi-même complètement ignoré, parce que je ne les nommerai pas, mais tu as des collègues qui touchent à ton compte actuellement qui répondent tout simplement pas à nos demandes. Puis même pas, on voit qu'ils voient nos demandes, mais ça reste lettre morte. Puis moi, je pense que ultimement, c'est dommage. Parce que le numérique prend de la place, puis on va parler de QS tantôt, on le sait qu'ils ont mis ça au cœur de leur stratégie. Donc, je trouve ça surprenant. Puis non, je peux t'assurer qu'il n'y a pas de ligne. Je peux t'assurer aussi que pour aller dans les médias, encore faut-il, quand tu es ministre, que ton projet de loi soit suffisamment avancé pour répondre. Parce que si ton projet de loi, ça fait quelques mois qu'on est là, honnêtement, on a siégé 4 semaines là, depuis qu'on est là, à l'Assemblée nationale. Donc, ça prend un temps pour préparer un projet de loi, le déposer. Il faut que tu aies suffisamment de bagages à dire pour aller répondre. Parce que répondre à des attaques sur quelque chose qui n'a même pas été déposé, fini d'être pensé, c'est que tu vas répondre une phrase comme « ben on est en réflexion ». On regarde ça. On va vous revenir. Tu vas te faire accuser de langue de bois. Oui, puis c'est pas de langue de bois, c'est juste honnête de dire que mon projet de loi n'est pas prêt. OK. C'est juste ça, dans le fond. Fait que qu'est-ce que tu vas aller dire à la radio quand ton projet de loi est pas prêt? Je connais le rôle d'opposition. J'ai joué dans ce film-là. Oui, mais là, c'est pas la radio, elle n'est pas l'opposition. La radio est supposée être
nous transmettre, nous renseigner, nous donner de l'information. Oui. Puis là, c'est sûr que si la CAQ, le gouvernement, refuse les demandes d'entrevue, ben là, ça devient difficile. C'est ce que se plaint Bouchard. Je pense son porte-parole, je le connais même pas. C'est correct de se plaindre, mais en même temps, moi, je veux rassurer tout le monde. Ça nous fait très plaisir. Puis je n'aime pas personnellement refuser des entrevues. J'aime bien participer au débat public. Et je pense pas qu'on est gênant dans ce qu'on fait présentement. C'est tout à ton honneur. Comment interprètes-tu la percée de Québec solidaire dans la région de Québec? Qui avait attendu un Jean Lesage QS solidaire? Ça exprime un point de vue qui doit être débattu au Québec. Une gauche un peu plus engagée, j'aime pas les expressions d'extrémisme parce que quand on qualifie quelqu'un d'extrême, ça voudrait supposer qu'il n'y a pas plus extrême que ça, alors que c'est pas vrai. Québec solidaire, moi, je me doutais dans mon analyse d'anciens organisateurs politiques que si un jour il y avait des percées, parce que ça marche beaucoup par mathématiques, la politique. Quand un parti franchit 10%, tu te dis, OK, tel comté va tomber de ce côté-là. Quand il se ramasse à 15, tel comté s'ajouteront, et ainsi de suite. Moi, autour de 15-16, je savais que des comtés comme Taschereau et Jean Lesage, mais Taschereau surtout, allaient tomber du côté de Québec solidaire. Le comté de Jean Lesage, c'était... Personnellement, j'ai vécu une grande déception ce soir-là pour notre équipe. Je croyais vraiment qu'on allait le gagner. On avait une extraordinaire candidate avec Mme Gamache. Je suis très triste de ne pas l'avoir avec nous parce que c'est une femme communautaire qui avait du cœur à l'ouvrage. Ça n'enlève rien à M. Zanetti, que je respecte. C'est un homme intelligent. Les électeurs ont fait un choix et ce sera à nous. Puis c'est pas une langue de bois, ce que je te dis là. C'est à nous à démontrer qu'on a un bon gouvernement puis de gagner les cœurs des gens de Jean Lesage. On a fait un bon score. On était proche. On était à moins de 600 voix de remporter ce comté-là ou autour de 600 voix. Je pense que c'était 428. Ah oui, c'est ça. C'est très proche. Là. On était capable de gagner ce comté-là et on devra travailler plus fort la prochaine fois pour convaincre les gens de Jean Lesage qu'on est une équipe sérieuse, solide. Mais M. Zanetti l'a gagné et c'est tout à son honneur. Il faut saluer son travail. Tout à fait. Puis c'est une victoire à l'arraché. Ils l'ont gagné avec un réel travail politique sur le terrain, entre autres. Ce qui me fait dire que, est-ce que tu penses que dans 4 ans, l'adversaire vers qui vous devez vous tourner, c'est Québec solidaire? Bientôt. En comparaison des vieux partis? Bientôt pour répondre encore. Je pense que chaque adversaire est crédible. Chaque adversaire qui est sur l'arène, qui lâche les gants et qui est prêt à se battre avec ses idées, demeure toujours quelqu'un de crédible. Le Parti libéral est une institution depuis 150 ans. De les prendre pour battus, il faudrait être très baveux puis être très hautain. Québec solidaire est une force émergente. Certainement qu'il faudra les prendre au sérieux. Parti québécois a 50 ans d'expérience. Penser que c'est terminé à cette étape-ci, c'est encore présomptueux. Grande base de membres. Grande base de membres, oui, des difficultés financières de ce temps-ci, mais penser que le PQ est mort complètement et enterré, c'est une erreur. Moi, j'aime pas annoncer la mort de quelconque mouvement avant que ce soit concrétisé. C'est vrai qu'on sent, par contre, que le mouvement souverainiste, son gros défi, c'est d'attirer des jeunes. Puis quand tu n'attires plus de jeunes, c'est qu'à terme, un jour, si tu ne renouvelles pas ta base, ça finit par disparaître. Et là le risque pour le Parti québécois. Mais là, de toute façon, là, on a des nouveaux bleus. Oui. Hein? C'est la CAQ? Oui. C'est vrai. Le fameux vote bleu que parlait Maurice Duplessis, c'est ça. Il existe encore et il va toujours exister. Hein? Oui. Le véhicule qui s'appelle Union nationale à l'époque, Parti conservateur avant l'Union nationale, maintenant c'est la CAQ, ça demeure que l'électorat conservateur au Québec, conservateur là, dans l'esprit idéologique, je ne parle pas du parti. L'esprit idéologique, il existe. Puis il y a un fonds conservateur au Québec. Ce qu'on appelle le vieux fond bleu versus le vieux fond de rouge. Mais là, on voit que ça bouge. Absolument. Ça bouge. Absolument. On a réussi à catalyser ça. Puis tant mieux pour nous cette fois-ci. Mais c'est toi qui l'as dit tantôt, Denis. On a un énorme travail à réaliser. Énorme travail. Puis on prend acte de la tâche qu'il y a à faire. Ben, ça va être, c'est des paroles parfaites pour terminer l'entrevue. Ça fait déjà 48 minutes, mine de rien, qu'on est en entrevue. Je te remercie beaucoup, Sylvain. Donc, c'est ça, c'est Denis Martel au micro. Je pense que j'oublie souvent de le dire. Merci d'avoir été à l'écoute de cette entrevue avec Sylvain Lévesque, député de
Chauveau. Vous pouvez nous suivre à travers nos différentes plateformes sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, SoundCloud, YouTube, Facebook même. Donc, vous pouvez aller en savoir plus. Si vous voulez en savoir plus sur les engagés publics et même vous impliquer, allez sur notre site engagépublic.com. Donc, je vous remercie et à la prochaine. Merci, Denis. Puis j'invite aux gens, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma page Facebook si vous voulez me suivre. Puis Denis, c'est comme ça qu'il m'a contacté. Fait que c'est moi qui réponds. Ça marche. Bye bye. Bye. Je pense qu'on avait une radio, 2 auditeurs, puis parfois juste une radio.